Puis ensuite une deuxième émission, ou un deuxième type qui se subdiviserait en deux émissions, avec et sans le petit pesant. En général, au Moyen-Âge, une marque n'est jamais anodine ni est toujours justifiée. Si vous avez une marque, c'est que c'est une raison. C'est un moyen de marquer une émission, c'est un moyen de marquer un changement monétaire, donc qui peut concerner le poids ou le titre. Alors justement, le poids et le titre. On a parlé tout à l'heure donc du poids des monnaies d'Anse-d'Uz. Est-ce qu'on peut revenir en arrière sur la monnaie, voilà, la croix cercelée. Donc ce type de monnaie-là est le type le plus rare. Moi, je vous ai dit 4 exemplaires sur 15, c'est pas probant, mais au musée de Montpellier, il y a grosso modo une pour deux. C'est-à-dire que quand vous avez une monnaie à la croix cercelée, vous en avez deux pour la monnaie à la croix ancrée. Donc ce qui correspond à peu près à la même mention. Ces monnaies-là font entre 0,70 g et 0,80 g. Diamètre 16 à 17 mm. La suivante, ces monnaies-là font pour la plus lourde 1,07 g et on a des monnaies très légères à 0,68 g, de 16,5 à 18 mm. Alors le truc, la solution, ça va être bien sûr des analyser. On est au siècle des analyses. Le seul problème, c'est qu'il y a eu un seul denier analysé, un denier du cabinet des médailles, et un fait exprès le plus lourd. Et on a donc déterminé que le titre de cette monnaie était de 292 millièmes, ce qui correspond à 3 deniers, 18 grains, argent le roi. C'est-à-dire un titre qui était tout à fait utilisé au XIIe, XIIIe siècle, en particulier par une monnaie bien connue, qui n'est autre que les Raymondins. Les Raymondins de Raymond V à Raymond VII, le seul problème, c'est que Raymondin de Raymond V à Raymond VII, ça nous mène sur un siècle. Puisqu'on commence en 1148 à la mort d'Alphonse Jourdain, et on va jusqu'à 1249, fin du règne de Raymond VII. Donc c'est un petit peu juste pour établir une chronologie relative des monnaies d'Anduze et de Sauve. Cependant, donc, ce qui est intéressant, c'est que pour les monnaies de cette époque, nous avons aussi des textes. Alors, malheureusement, les mentions de textes faisant mention des Bernardins sont relativement rares. Je vous ai mis la reproduction de la charte de Sommières de 1265, qui est en fin de compte un règlement judiciaire qui opposait le roi, en l'occurrence Saint-Louis, à un seigneur, un chevalier, qui se prétendait descendant des droits monétaires de la famille de Bermond, et qui donc, à ce titre, réclamait bien sûr un droit sur le monnayage. Car en droit féodal, et là c'est très important, si nous avons parlé de politique tout à l'heure, et de lien féodal, il faut aussi parler d'histoire de sous, car c'est souvent aussi une histoire d'argent. Le seigneur qui monnaie, donc frappe monnaie, récupère, gagne quelque chose en frappant, car la monnaie est une monnaie réelle, elle a une valeur d'échange, et donc il gagne quelque chose dessus, ce qu'on appelle le droit de seigneuriage. Et en l'occurrence, notre bon chevalier réclamait du fric, ni plus ni moins. Et le roi lui disait, mais attention, moi je suis d'accord pour vous payer, mais en l'occurrence, qui me prouve déjà, premièrement, que vous êtes descendant du seigneur d'Anduze, et deuxièmement, la monnaie qui était fabriquée, et c'est là où nous avons la mention du nom de Bernardinorum et de Raymondinorum, ne concernait que des monnaies locales. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est du royal, c'est-à-dire que ça circule partout. Donc, vous ne pouvez pas me demander de l'argent pour quelque chose qui est beaucoup plus important que ce qui était local quand il était fabriqué. Le texte daté de 1265 nous permet donc d'avoir une idée de règlement de ce qui se passait sur ces monnaies. Nous avons un autre texte de 1254 qui nous dit, alors là, par équivalence, car c'est de savoir quel était le cours de ces monnaies. Je vous ai parlé de denier, d'obole. C'est quoi un denier, une obole? Tout est basé sur un système, le vieux système de Charlemagne de la livre-poids, qui voulait qu'une livre valait d'un sou ou de 140 deniers. Simplement ensuite, tout dépendait où était fabriquée la monnaie. Et nous avions à l'époque plusieurs livres. Au départ, la livre de Charlemagne était une livre de 12 onces qui a été réévaluée à 15 puis à 18 onces. Ça ne vous dira pas grand-chose. Le poids, par contre, va vous dire quelque chose. Une livre de Charlemagne de 18 onces, c'est 489 grammes. Cette livre était divisée en deux mares. Le mare, étant une subdivision, va devenir l'étalon pondéral, il faut bien parler de poids, de toutes ces monnaies. Et le mare le plus connu, celui qu'on utilise encore aujourd'hui, sous une forme moins connue, mais qui est toujours le même, c'est le mare de Troyes. Ville de Troyes, donc ville de Champagne,
dont le poids s'établissait à 244 grammes 75,29. Vous savez comment vous le connaissez encore, ce poids? Ce marc de Troie? Quand vous parlez d'une once d'or, vous savez, on parle en ce moment beaucoup de l'or, qui frôle les 1400 $ et qui va pointer bientôt à 1500. Les Anglais disent once Troy. C'est l'once de Troie, tout simplement. Et l'once était la 12e partie du marc. Donc vous voyez un système qui survit au travers du temps et des âges avec une signification différente. Mais revenons au sujet qui nous intéresse. Les monnaies n'étaient donc pas toutes taillées sur un marc. Ça aurait été merveilleux, il suffirait d'avoir le poids du denier, ensuite de calculer par rapport à la taille au marc, et on saurait combien on fabriquait de deniers dans une livre. Le seul problème, c'est qu'au Moyen-Âge, on a plus d'une trentaine de marcs différents. Et qu'une région, par exemple, pour le Sud, on pourrait penser que le marc de Toulouse ou que le marc de Barcelone vont être les référents. Eh bien non, parce que suivant les régions et suivant les moments, les seigneurs vont changer les talons. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils veulent que leur monnaie ne circule que dans l'ère qu'ils dominent économiquement et politiquement. Ils imposent ainsi une loi politique qui oblige ceux qui viennent d'ailleurs de changer, d'échanger leur monnaie contre la leur. C'est le même système pour les péages ou pour les frontières, disons, avec les droits que les gens ont à payer. Donc, pour notre denier, là, qu'on a derrière, qui pèse 1,07 g à 292 millièmes, il ne va pas nous livrer de secrets supplémentaires. En revanche, nous savons par un texte de 1254, donc 1254, nous sommes sous le règne de Saint-Louis, nous sommes 9 ans avant la charte de Sommières, et nous sommes, disons, à une période où normalement le Bernardin est déjà pratiquement hors cours. Son évaluation en monnaie tournoi est de 2 Bernardins pour un denier tournoi. C'est-à-dire qu'un denier Bernardin vaut une obole tournoi. Alors, comme on est renseigné sur la valeur des deniers de l'époque de Saint-Louis, on se rend très bien compte qu'à ce moment-là, c'est une monnaie très faible. Mais en revanche, est-ce que cela correspond à la valeur réelle que pouvait avoir le Bernardin? Ça va tout... Est-ce qu'il y en a qui dorment déjà? Est-ce qu'il y en a qui sont paumés complètement? Tout le monde suit? C'est bon? Je peux continuer? Eh bien non, justement. Ça voudrait dire que le Bernardin est une monnaie sous-évaluée. Alors quelle était la vraie valeur du Bernardin? Eh bien, on a un autre texte de 1226 qui nous dit que le Bernardin équivaut à un Raymondin. Ah, ça on est vachement avancé, hein, parce que c'est très bien, mais que valait le Raymondin? Là, il nous faut remonter en 1189. Nous avons des textes donc, qui sont émaillés. Malheureusement, nos connaissances sont parcellaires. En plus, le cours de la monnaie changeait. Mais en 1189, nous savons qu'un Raymondin vaut un tournoi. Ah, ça commence à être déjà mieux. Mais ça voudrait dire qu'en 1189 et 1254, la valeur du Bernardin a été divisée par 2, puisqu'en 1254, il vaut plus que la moitié. Et puis, ça nous donne la valeur du Raymondin. Ça ne nous donne pas la valeur du Bernardin. Et c'est là où nous revenons sur Roquefeuille. C'est beau, hein, comme rattrapage. Pourquoi Roquefeuille? Vous vous rappelez tout à l'heure le denier de Roquefeuille? Il présente une croix ancrée. Il a un R au lieu d'un B, entre 2 points, 2 globés. Et ce Rocafoliance, ou ce Raymondin, comme on l'appelait, est une monnaie qui est fabriquée dans la famille d'Anduze, puisque rappelez-vous, c'est le fameux... Personne? Tout le monde est perdu ou ça va? Voilà, c'est le fils de Bertrand d'Anduze qui l'a fait frapper. À quel moment? Et c'est là où ça devient intéressant pour la chronologie. Dans le temps, donc, notre fameux fils de Bertrand d'Anduze règne de 1169 à 1226. En effet, il est devenu seigneur de Roquefeuille extrêmement jeune. Donc un règne très long, et il n'a pas commencé à monnayer tout de suite, surtout qu'en plus, les dates de Bertrand d'Anduze ne sont pas sûres, il a pu mourir en 1164, et des fois il est même confondu avec son frère Bernard de d'Anduze, qui lui meurt en 1164. Donc, on pourrait avoir une monnaie qui au maximum, pour Roquefeuille, serait frappée entre 1164 et 1226. Je vous rappelle que les dates données actuellement pour le monnayage d'Anduze, actuellement,
au XIXe siècle, c'était